Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps de vous déplacer. D'autant plus que peut-être qu'à prime abord, vous allez peut-être, a priori, vous avez peut-être certaines appréhensions. Vous allez peut-être trouver ça aride, mais j'ai essayé de rendre la présentation aujourd'hui la plus douce possible. Et puis, j'ai pensé vous mettre au parfum d'un nouveau concept qui, je crois, va s'appliquer à la santé pulmonaire. Au départ, c'était, comme le titre le dit, une nouvelle association, une nouvelle idée, mais c'est devenu de plus en plus une réalité. Donc, c'est l'intracrinologie. Certains d'entre vous savez peut-être qu'est-ce que c'est, d'autres peut-être que vous le savez pas. Fait que je vais essayer de vous expliquer tout ça en mots simples. S'il y a des points que vous comprenez pas, si vous voulez m'interrompre ou tout simplement attendre à la fin, c'est comme vous voulez. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt. D'abord, l'intracrinologie, c'est un concept qui s'applique aux stéroïdes. C'est un concept qui s'applique aux stéroïdes sexuels. D'accord? Donc, les stéroïdes sexuels, qu'ils soient féminins, donc les estrogènes, ou qu'ils soient masculins, les androgènes. Sur la plaque ici, si vous regardez à gauche, on vous montre la voie classique de production des stéroïdes sexuels. Ici, c'est un schéma qui représente à la fois l'ovaire et le testicule. Excusez l'anglais, hein, parce que souvent, j'ai des plaques qui servent pour des congrès anglophones, etc. Donc, j'ai beaucoup de plaques en anglais. Et donc, vous avez en haut à gauche illustré un ovaire et un testicule avec la production pour le testicule de la testostérone et pour l'ovaire, la production d'estrogène, principalement d'estradiol. Lorsque ces stéroïdes sont produits, ils sont sécrétés par les gonades et ils vont en circulation, et c'est ce que j'ai illustré ici. Le concept de l'intracrinologie fait appel non pas aux gonades, mais fait appel à une autre glande qu'on appelle la surrénale et qui est une glande naturellement présente chez l'humain, présente chez certains primates. Et cette glande-là va produire ce qu'on appelle une molécule qui est une molécule en soi inactive et qui est illustrée ici, qui s'appelle le DHEA ou la dihydroépiandrostérone. Et cette dihydroépiandrostérone-là circule en circulation, donc elle est dans le sang, et elle va atteindre les tissus cibles. Et là, la molécule va subir, premièrement, une transformation enzymologique qui est illustrée ici, donc je vous fais grâce du détail de tout ça, mais cette molécule-là est en soi inactive, donc n'a pas de capacité androgène, n'a pas de capacité estrogène, mais suite à la transformation, dépendamment de la voie de transformation, vous allez avoir soit la production d'androgène qui est illustrée ici, ou soit la production d'estrogène qui est illustrée ici. Donc, et après ça, ces molécules-là, via leurs récepteurs stéroïdiens spécifiques, vont avoir une action physiologique. Donc, lorsqu'on parle d'intracrinologie, ça sous-entend un concept qui a deux conditions. La première condition, en fait, trois conditions. La première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une molécule en circulation qui est inactive et qui est produite habituellement par la glande surrénale. Chez l'humain, chez les primates, c'est le DHEA. Cette molécule-là va avoir accès au tissu et elle va avoir une action suite à deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il faut que la molécule soit transformée. Donc, il faut que le tissu exprime la machinerie enzymatique nécessaire pour avoir cette transformation-là. Et après ça, naturellement, il faut que le tissu en question exprime le récepteur, soit le récepteur aux androgènes, soit le récepteur aux estrogènes, ou les deux tissus.
Donc ça résume un petit peu ce qu'on appelle la voie endocrine et la voie intracrine. Juste pour vous montrer cette molécule-là qui est produite par la surrénale, qui est ici. Donc vous voyez toute la série de transformations et toute la batterie enzymatique qui est présente dans les tissus périphériques pour justement, en bout de ligne, avoir soit la production d'estrogène illustrée ici, ou soit la production d'androgène illustrée ici. Bon, à partir de maintenant, on va se concentrer sur les androgènes. C'est surtout cette portion-là que j'ai regardée. L'exemple le plus classique où l'intracrinologie a trouvé sa force, excusez-moi, c'est dans le cas du traitement du cancer de la prostate. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu illustrer. Donc, au niveau du cerveau, dans le cerveau, l'hypophyse, en réponse à l'hypothalamus, va produire des signaux, lesquels signaux vont agir au niveau du testicule avec la production de testostérone, ce qui est illustré ici. Cette testostérone-là, via le sang, va avoir accès à la prostate, va être capable de lier son récepteur aux androgènes et va être capable d'avoir une action physiologique au niveau de la prostate. La deuxième réponse de la prostate aux androgènes vient d'une autre source, qui est la glande surrénale, qui est illustrée ici, laquelle surrénale, sous l'effet d'une stimulation qui provient de l'hypophyse et qui s'appelle ACTH, va produire une molécule qui est le DHEA ou la déhydroépiandrostérone, qui est illustrée ici, qui est un stéroïde sexuel précurseur et donc qui est inactif en soi. La surrénale va le sécréter en circulation. C'est pour ça que la flèche est rouge. Et en circulation, va avoir accès aux cellules de la prostate. Les cellules de la prostate ont la machinerie enzymatique pour être capable de prendre ce précurseur-là et le transformer en androgène, lequel androgène va aussi avoir une action physiologique. Donc, la cellule prostatique qui répond normalement aux androgènes le fait via deux sources. Une source qui provient du testicule, lequel testicule produit directement un androgène qui va avoir accès après ça à la cellule épithéliale de la prostate, laquelle cellule va répondre, et une seconde source où c'est la surrénale maintenant qui produit un précurseur inactif en soi, mais parce que la cellule épithéliale de la prostate contient la machinerie enzymatique nécessaire pour transformer ce précurseur-là en androgène, testostérone ou dihydrotestostérone, lequel, après ça, va avoir une action. Du traitement du cancer de la prostate, qu'est-ce que l'équipe du Dr Labrie, avec qui j'ai fait mon doctorat, a trouvé, finalement, a fait, c'est qu'ils ont établi cette voie de synthèse-là comme étant une voie extrêmement importante. Et la conséquence de ça, c'est que lorsque tu bloques la voie testiculaire, donc il n'y a plus de testostérone en circulation sanguine, même si tu as une perte de 90% des androgènes circulants, tu as simplement une réponse au niveau de la prostate de 60%. Donc, d'où vient le 40% restant? Ben, il vient justement de cette molécule-là qui est transformée par la cellule épithéliale en androgène, lequel androgène, après ça, peut avoir une action au niveau du récepteur et avoir sa réponse physiologique. Donc, en combinant un anti-androgène pur, qu'on appelle le flutamide, avec un agoniste de la LHRH pour bloquer la fonction testiculaire, le flutamide, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il occupe le récepteur des androgènes. Donc, bien que cette voie-là demeure active au niveau de la cellule prostatique, l'androgène produit via cette voie-là n'est pas capable d'occuper le récepteur parce que le récepteur est occupé par une molécule qui a plus d'affinité, qui s'appelle le flutamide. Donc, cet exemple-là, qui est maintenant le traitement mondialement reconnu pour le traitement du cancer de la prostate, c'est-à-dire qu'on bloque la fonction testiculaire, soit avec un agoniste
ou soit en castrant le patient. Et deuxièmement, on lui donne un anti-androgène pur, qui est le flutamide, pour bloquer cette fonction-là. Donc ça, c'est l'exemple typique. J'aurais pu aussi le faire avec le cancer du sein, parce qu'avec le cancer du sein, ça fonctionne, mais c'est un petit peu plus complexe parce que les anti-estrogènes disponibles sur le marché, dépendamment des doses, etc., peuvent avoir aussi des effets estrogénodépendants. Alors que dans le cas du traitement du cancer de la prostate, avec l'anti-androgène flutamide, il n'y a absolument aucun effet agoniste androgénodépendant qui provient du flutamide. C'est vraiment un anti-androgène pur. Donc, c'est ce qui est résumé ici. Donc, à gauche, vous avez le principe de l'endocrinologie, c'est-à-dire production, et c'est ce que j'ai marqué à côté, c'est-à-dire la production de stéroïdes sexuels par les gonades, sécrétion en circulation, atteinte du tissu cible, et après ça, action physiologique. Voici une autre façon de représenter la même chose. Donc, l'intracrinologie, que ce soit l'autocrine ou le paracrine, ça fait toujours appel au même concept. Capture d'une molécule inactive, transformation à l'intérieur de la cellule en stéroïde actif parce que la machinerie enzymatique est présente. Oups, là, j'ai perdu... OK. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. OK. Et donc, c'est ça. Donc, si je résume, l'intracrinologie, ce sont donc des hormones sexuelles synthétisées in situ à partir d'un précurseur stéroïdien inactif. C'est synthétisé par le tissu périphérique, par les tissus périphériques, qui doivent obligatoirement aussi exprimer soit le récepteur des androgènes, soit le récepteur des estrogènes, ou les deux, dépendamment des tissus. Un exemple où vous avez à la fois une réponse androgène dépendante et estrogène dépendante, c'est l'utérus avec le myomètre et l'endomètre. Vous savez que l'endomètre, chez la femme ménopausée, a tendance à diminuer, à s'amenuire, et donc par stimulation estrogénodépendante, on retrouve les sécrétions au niveau de l'endomètre, alors que le myomètre, lui, a des fibres nerveuses qui sont sensibles aux androgènes et qui sont reliées avec certaines régions du cerveau pour maintenir une libido. Donc, le même tissu a les deux, androgènes et estrogènes. Et donc, les plus beaux exemples de ça, je les ai illustrés ici. Donc, c'est le cancer du sein, c'est le cancer de la prostate, celui des ovaires et tout récemment, au niveau de l'utérus chez la femme post-ménopausée. Donc, dans les situations normales, d'accord, où il n'y a pas de pathologie, on suppose que ces hormones-là vont participer à la physiologie normale du tissu. Donc là, je viens de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'intracrinologie. Ce que j'ai posé comme question depuis quelques années, c'est est-ce que je peux faire la démonstration que ce concept-là peut être un concept important au niveau du poumon en développement. Et le modèle que j'ai choisi pour le poumon en développement, c'est la bronchodysplasie pulmonaire chez le grand prématuré. D'accord? On a des modèles expérimentaux, animaux pour le travailler, etc. Mais c'est aussi, dans le cas de la grande prématurité chez les petits bébés, garçons et filles, un problème majeur pour lequel il n'y a pas de thérapie, c'est-à-dire pour lequel il n'y a pas de curatif, il n'y a pas de thérapie curative, il y a simplement du palliatif. Donc, on essaie de diminuer, on essaie de apaiser, mais on peut pas le guérir, et ça a des conséquences majeures sur non seulement le poumon en développement, mais sur tout le devenir de l'enfant. Donc, les quatre points à vérifier, c'est est-ce qu'on a des niveaux circulants de précurseurs des stéroïdes sexuels? Dans le cas du bébé, est-ce qu'on en a? Deuxièmement, est-ce qu'on a au niveau du poumon une activité de synthèse de stéroïdes actifs? Et est-ce qu'on peut les inactiver? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Deuxièmement, est-ce qu'on a du récepteur aux androgènes dans le poumon?
Et troisièmement, si on a tout ça, est-ce qu'on est capable de produire une réponse physiologique? Au niveau des stéroïdes circulants, vous avez ici une image, un graphique qui montre justement la production de stéroïdes sexuels inactifs par le bébé durant la grossesse. Et ce qu'on remarque, c'est que vous voyez ici, là, vous avez une augmentation faramineuse des niveaux de DHEA. Et ces niveaux de DHEA-là ont été mesurés dans l'artère ombilicale et dans la veine ombilicale. Et donc, comme la veine et l'artère sont en quantité à peu près égale, ça pose aucun doute que cette sécrétion-là, durant la grossesse, elle est d'origine placentaire et elle est indépendante de la surrénale parce que, ici, en carré, j'ai un petit peu de misère avec ma souris, je m'excuse. Ici, en carré, vous voyez une augmentation, mais dans la veine cubitale, qui est la veine de l'avant-bras. Et donc, la quantité qu'il y a dans la veine cubitale est le reflet de la production surrénalienne, alors que les augmentations dans le cordon ombilical, que ce soit l'artère ou la veine, c'est le reflet d'une production placentaire. Ça, c'est un résultat chez l'humain. Il n'y a pas de différence en termes de sexe, c'est-à-dire bébé garçon ou bébé fille. Et on note que cette augmentation-là, si vous regardez l'échelle en bas, à partir de la 33e semaine, on est dans la portion ascendante, puis vers la fin de la grossesse, on revient à des niveaux normaux. Et donc, en cas de naissance prématurée, comme maintenant on sauve à 25 semaines, et puis même on est capable de faire du 24 semaines maintenant, au Japon ils ont fait du 21 semaines, vous aurez tout de suite compris que nous sommes déplacés beaucoup vers la gauche, et donc l'enfant qui naît durant cette période-là, avant la 30e semaine, est privé de ce pic-là. Donc ça, c'est le premier constat physiologique. Donc au niveau des stéroïdes circulants, inactifs qui peuvent être transformés, la réponse est oui chez l'humain, et la réponse est oui aussi dans mon modèle de rongeur que j'utilise, où ici, on a mesuré, en fonction de l'âge gestationnel, vous voyez qu'autour de 16, 18, 21, vous voyez une augmentation extrêmement importante d'un stéroïde qui est un stéroïde sexuel précurseur inactif en soi. Et dans le cas du modèle de rongeur, ben, c'est pas le DHEA qui est produit, mais c'est une autre molécule qui est l'androstendione. Mais le processus enzymatique de transformation demeure le même, c'est simplement un stéroïde quelque peu différent. Donc les deux, humains et rongeurs, ont ce pic-là. Et j'attire votre attention que dans le modèle de rongeur, l'accouchement, la parturition a lieu au jour 21, d'accord? Et donc, de façon normale, les souriceaux sont exposés à cette augmentation-là extrêmement importante de stéroïdes précurseurs au niveau du placenta de rongeur. OK, la question numéro 2, est-ce que finalement, nous avons, dans des cellules pulmonaires, est-ce qu'on a des activités pour produire ces androgènes-là à partir d'un stéroïde inactif? Et si oui, est-ce qu'on est capable de les inactiver? Ben, la réponse est oui. En haut, excusez-moi, ici à droite, vous avez la représentation d'une cellule épithéliale. Et ici, à gauche, vous avez la représentation d'une cellule fibroblastique. Les deux sont chez l'humain. Les mêmes résultats, il n'y a pas de différence de sexe. Et ce que vous voyez, c'est que de façon générale, la cellule épithéliale a la machinerie pour produire des androgènes. Elle a aussi la machinerie pour les inactiver. D'accord? Alors que, pas curieusement, mais... en tout cas, au début, j'ai trouvé ça assez cocasse. Le fibroblaste
pulmonaire a plutôt une activité, non pas de synthèse, mais d'inactivation directe. Mais c'est pas une inactivation classique par la voie classique d'inactivation des stéroïdes. C'est une autre voie, et c'est la voie qui est représentée ici par la flèche rouge. Le nom n'a pas d'importance. Mais ce qu'il y a d'important de retenir, c'est que in vitro, on a été capable de montrer que dans le poumon, possiblement dans la cellule épithéliale, il y a la machinerie pour produire des androgènes. Il y a aussi la machinerie pour les inactiver lorsque leurs actions ont eu lieu. Alors que dans le fibroblaste, il y a plutôt une activité enzymatique d'inactivation, mais pas par la voie classique qui est celle normalement retrouvée dans la cellule épithéliale. Je vous montre pas le résultat, mais dans les deux références qui sont ici en bas, on a, parce que ça ici c'est du in vitro, on s'entend que c'est in vitro, on a fait les mêmes expériences, mais in vivo, donc avec un modèle de souris où on a tout caractérisé cette machinerie-là. Donc, pour ce qui est de est-ce que le poumon a les activités de synthèse et d'inactivation, la réponse est oui. Donc, on a déjà 2 points. On a déjà des précurseurs qui sont en circulation et on sait que certaines cellules du poumon sont capables de produire, alors que d'autres vont plutôt être capables d'inactiver les androgènes. Et c'est un petit peu ce qui est illustré ici. Je vous fais grâce de tout le détail. Ceux qui sont intéressés, j'avais écrit une revue synthèse en 2013. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on a trouvé? Quel est le modèle qu'on pense? C'est que, bon, ici vous avez ce qu'on appelle une zone conductrice, alors qu'ici vous êtes dans ce qu'on appelle une zone respiratoire, c'est-à-dire une zone en développement où éventuellement les échanges gazeux vont avoir lieu. Et ce qu'on a noté, c'est que en relation inverse avec la production des androgènes, vous avez plutôt une activité de synthèse dans les zones pulmonaires complètement différenciées, donc dans la partie haute du poumon, dans les bronches, alors que dans la partie basse, dans la partie profonde du poumon, là où sont les alvéoles, vous avez plutôt une activité d'inactivation et c'est représenté par les bulles bleues, par les cercles bleus. Et donc, ici, dans cette zone-ci, vous avez beaucoup d'androgènes, et plus vous descendez dans le poumon, plus vous allez vers les zones où les échanges gazeux vont avoir lieu, plus cette quantité-là diminue, parce que les cellules qui sont là sont capables d'inactiver les androgènes présents. Donc, même si elles expriment le récepteur, parce que vous allez voir sur l'autre plaque, même si elles expriment leur récepteur, parce qu'elles ont une forte capacité à inactiver, les androgènes ne sont pas capables d'avoir une action physiologique. Donc, ça donne une idée un petit peu d'une régionalisation des androgènes au niveau du poumon. Et donc, ceux que ça intéresse, ça a été révisé là, dans la publication que j'ai mis ici en bas, là, que j'ai produite, que j'ai écrit en 2013. OK. Le point numéro 3 maintenant, c'est est-ce que le récepteur des androgènes est présent? Ben, la réponse est oui. Donc ici, ce qu'il faut regarder, ce sont les points bleus, d'accord, c'est-à-dire rouge, d'accord. Donc partout où vous voyez du rouge, c'est un signal qui est positif pour la présence du récepteur des androgènes. Et ici, vous avez une représentation dans un poumon de souris. Et ce que vous pouvez noter, vous êtes au stade saculaire, donc vous êtes dans la période juste avant la montée de stéroïdes précurseurs. Et ce qu'on peut noter, c'est que d'après l'image qui est là, le récepteur des androgènes dans le poumon de souris, à ce stade-là, mais je sais que c'est la même chose aux autres stades, à partir de saculaire puis pour alvéolaire, il semble y avoir une distribution relativement large du récepteur des androgènes un peu partout dans le poumon.
Alors que sur la plaque de tantôt, je vous ai dit que dans les zones différenciées, dans les zones matures, il y a beaucoup d'androgènes de produits, alors que dans les zones en développement, possiblement là où sont les alvéoles en formation, il y a beaucoup moins d'androgènes. Et donc, la spécificité ne provient pas de la présence, ne semble pas provenir de la présence du récepteur des androgènes, qui lui est relativement distribué, également distribué, à la fois, ici vous êtes dans ce qu'on appelle un conducting, donc une zone différenciée, alors que ici vous êtes dans une zone respiratoire, donc vous êtes dans des zones éventuellement où il va y avoir des alvéoles. Vous avez sensiblement la même image chez l'humain, donc ça ici c'est un poumon humain, au stade canaliculaire, donc c'était, je pense que c'était un 18 semaines, si ma mémoire est bonne, c'est un bébé qui est décédé et on a pu obtenir du tissu. Et encore là, chez l'humain, comme chez la souris, vous voyez que vous avez une distribution du récepteur des androgènes à la fois dans les zones complètement différenciées qu'on appelle les conductings et dans les zones en devenir d'alvéoles, donc dans les structures qu'on appelle les respiratoires. Donc, on a les 3 points, d'accord? On a du SSP, on a des enzymes d'inactivation et de synthèse, on a du récepteur aux androgènes. Est-ce qu'on est capable de maintenant montrer que ce système-là est actif? Est-ce qu'il est physiologiquement actif ou il est tout simplement inerte? Donc, pour faire ça, j'ai pris le modèle de la bronchodysplasie pulmonaire. Pourquoi? Parce que chez les grands prématurés, comme j'ai dit tantôt, comme ils naissent maintenant, on les sauve à partir de 24 semaines, mais on pourrait les sauver à partir de 23, 22. Et donc, le pic normal produit par le placenta, le pic de stéroïdes sexuels précurseurs, est absent. Ce pic-là est pas là. Et donc, s'il y a un effet bénéfique, on devrait être capable de pouvoir le montrer. Mais là, vous réaliserez que c'est une expérience qui est assez complexe à faire, c'est pas évident. Donc, avant de faire cette expérience-là, j'en ai fait une autre où j'ai tenté de montrer l'effet sur le poumon en bloquant l'effet des androgènes dans un modèle reconnu de bronchodysplasie pulmonaire. Et le modèle reconnu de bronchodysplasie pulmonaire, c'est un modèle où on expose les petits à une quantité élevée d'oxygène, dans ce cas-ci 80%. Ici, je vous montre l'image mâle, donc en haut, c'est-à-dire les 3 colonnes de gauche, vous avez les petits qui ont été dans des conditions normales d'oxygène, donc 21%, et à droite, les 3 colonnes de droite, c'est-à-dire la colonne de droite, là, les 3 cubes de la colonne de droite, les animaux ont été exposés à 80% d'oxygène. Maintenant, en horizontal, comme ça ici, vous avez des animaux qui ont été juste exposés soit à des taux normaux d'oxygène ou 80%. Ici, les animaux ont reçu le flutamide, qui est, comme je disais tantôt, un anti-androgène pur. Et ici, j'ai fait une substitution avec le DHT. J'attire votre attention sur le flutamide, et si vous regardez ici à 21%, puis que vous comparez le poumon ici avec le poumon là, vous voyez qu'il y a une simplification alvéolaire majeure, d'accord? Par contre, il y a encore de la septation. Vous voyez qu'il y a des septums en formation ici, là. Vous voyez qu'il y a des septums. Et si maintenant vous regardez l'effet du flutamide, mais sur des souriceaux qui ont été maintenus aussi à 80% d'oxygène, vous voyez que dans ce poumon-là, il y a carrément absence de septation et il y a uniquement présence de très grosses alvéoles. Et donc, vous avez un effet marquant de l'absence des androgènes. Donc, lorsqu'on bloque avec le flutamide l'effet des androgènes au niveau du poumon, on a un effet dévastateur. Je veux aussi vous dire qu'à cet âge-là, on parle de souriceaux qui sont entre 4 et 9 jours postnatal.
Donc, la fonction testiculaire, elle est inactive. La fonction ovarienne, elle est inactive. Donc, il n'y a pas de stéroïdes sexuels en circulation. Donc, si le flutamide a cet effet-là sur le poumon, ça veut obligatoirement dire qu'il y a eu un effet. L'effet bloquant provient du blocage des androgènes in situ, c'est-à-dire présents dans le poumon. Il faut qu'il ait été synthétisé par le poumon. C'est obligatoire parce qu'il n'y en a pas en circulation. L'autre chose qu'on a faite aussi avec ces animaux-là, puis on n'a pas eu le choix parce que c'est horriblement complexe, il a fallu qu'on développe un algorithme pour faire du quantitatif. Et donc, c'est ça ici qui est illustré. Vous avez en haut l'algorithme, naturellement, il ne peut pas dire si c'est un alvéole ou si c'est un septum. Lui, ce qu'il est capable de reconnaître, ce sont des trous fermés, des trous ouverts et puis des tiges. Ça, il est capable de reconnaître ça. Donc, les closed areas, qui est l'abscisse du graphique, c'est l'équivalent des alvéoles. Et donc, vous voyez que le flutamide, regardez ici, je suis capable de prendre la souris, ici, vous avez les conditions normoxy, et ici, vous avez les conditions avec 80% d'oxygène. Vous avez un effet spécifique des androgènes. L'effet flutamide, c'est un effet androgénodépendant. Vous voyez qu'à 21%, vous avez un effet majeur par rapport au contrôle, pas de différence mâle-femelle. Et quand vous mettez en plus les animaux en condition d'hyperoxie, vous voyez que vous avez un effet qui est additif, c'est-à-dire que la somme de celui-là plus la somme de celui-là va égaler le contrôle ici et le contrôle là. Et vous avez un effet qui est spécifique. Ici, vous avez un anti-estrogène. Vous voyez qu'il est pareil au contrôle. Il n'y a pas d'effet. Et la même chose en conditions hyperoxiques. Vous voyez que l'anti-androgène n'a absolument pas d'effet. Et si maintenant vous renversez, vous tentez de voir qu'est-ce que les estrogènes font, ben vous voyez qu'il n'y a pas d'effet. Oups, là, je m'excuse. Les estrogènes n'ont pas d'effet par rapport au contrôle fulvestrant, que ce soit en conditions hyperoxiques ou en conditions normoxiques, c'est-à-dire air ambiant. Ici, c'est la septation, donc c'est exactement le même résultat, c'est l'image miroir. Donc, vous voyez que le flutamide provoque un arrêt de la septation. Donc, si je résume un petit peu, vous voyez que le poumon est donc un tissu intracrine. J'ai pas noté de différence mâle-femelle. Le poumon est capable de prendre des précurseurs inactifs, de les transformer en stéroïdes actifs, d'avoir une activité sur le récepteur, laquelle activité est bloquée par le flutamide. On va le laisser faire la condition d'en bas pour aujourd'hui. La cellule d'à côté dans le poumon, qui possède aussi le récepteur aux androgènes, mais qui est pas capable de transformer le précurseur en androgène, ben vous voyez que cette cellule-là qui est illustrée ici, le flutamide, tout ce qu'il est capable de faire, c'est bloquer, mais il bloque rien parce qu'il n'y a pas d'androgène de produit. Il n'y a pas de triangle vert de produit dans cette cellule-là. Et si maintenant on met les traitements à côté, ben vous voyez que ça reproduit. Donc le flutamide, que ce soit, le flutamide, que ce soit à 21% d'oxygène ou à 80% d'oxygène, il y a un effet additif. Et ici, c'est très bien connu, juste l'hyperoxie en soi provoque la simplification alvéolaire, mais la simplification alvéolaire est exacerbée par la présence du flutamide qui empêche l'androgène produit par la cellule qui en a besoin d'avoir son effet physiologique. Donc, si je résume un petit peu, ben, je pense que on a fait la démonstration que le poumon que certaines cellules du poumon avaient une activité intracrine, étaient capables de produire des androgènes, tant chez la femelle que chez le mâle, et tout ceci grâce à la présence de stéroïdes sexuels précurseurs circulants qui sont inactifs en soi.
Donc, l'intracrinologie au service de la santé pulmonaire, je pense que la voie se pave tranquillement. Oui, c'est une nouvelle association. Oui, c'est une nouvelle idée, mais c'est aussi une réalité. Et là, ce que j'ai marqué en bas, c'est que là, je suis en train de faire le protocole où, justement, je vais faire naître les souriceaux prétermes pour mimer l'absence du pic et je vais tenter de faire une thérapie de remplacement avec la molécule, donc avec le stéroïde sexuel précurseur, et j'espère être capable de renverser la bronchodysplasie qui devrait s'implanter due à l'absence du pic. Je veux juste terminer en remerciant les gens qui ont travaillé avec moi depuis une quinzaine d'années là-dedans, là, en fait 20 ans maintenant. Et je termine en vous invitant tous à Montréal au mois de septembre. Il va y avoir un congrès sur la médecine personnalisée. Et ce qui est peut-être intéressant pour vous, à l'intérieur de ce congrès-là, il va y avoir deux thématiques majeures. La première thématique, c'est les big data. Donc, comment on traite les big data avec le développement de l'intelligence artificielle. Et aussi, surtout, il va y avoir une journée qui va être consacrée à l'application sociale de la médecine personnalisée avec, en ce moment, c'est pas définitif encore, mais l'idée, c'est de comment rendre cette médecine personnalisée accessible à tous, peu importe tes revenus, peu importe ta situation familiale et l'environnement dans lequel tu vis. Et c'est une question qui touche toutes les sociétés, peut-être principalement les sociétés africaines, mais les sociétés dites occidentales ou caucasiennes ne sont pas à l'épreuve, c'est-à-dire ne sont pas à l'abri non plus de cette problématique-là de rendre la médecine personnalisée accessible à tous. Merci. Si vous avez des questions, des commentaires. Merci Yves. Très clair. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop aride. Non, c'était clair. Je crois que D'accord. c'est une approche tout à fait originale. Oui, c'est ça qui est... Oui, parce que d'ailleurs, pour les grandes maladies, par contre, je ne pense pas que l'asthme va être applicable à cette approche-là. La raison étant que la composante inflammatoire dans l'asthme, elle est, elle est très majeure. C'est 80% de la maladie. Et donc, je ne crois pas que cette approche-là du poumon intracrine va pouvoir aider les asthmatiques. Mais chez les bébés, dans le cas de la bronchodysplasie pulmonaire, et chez l'adulte, dans le cas surtout de l'emphysème, je crois qu'il va y avoir place. Je crois qu'il y a de bonnes chances que ça fonctionne. Et ce qui m'encourage là-dedans, c'est qu'on a obtenu des sous justement pour faire une étude pilote avec des souriceaux qu'on va faire naître prématurés. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais la gestation normale, c'est 21 jours. À 18 jours, on a 90% de mortalité. Et donc, le jeu est très... il n'y a pas un grand jeu, là. On va essayer d'aller à 18,5, 19 pour justement voir quel devrait être l'effet de l'absence du pic et de son remplacement. Alors, tu parles de l'emphysème, mais tu as parlé également du fibroblaste et de la fibrose pulmonaire. Non. J'ai pas parlé de la fibrose pulmonaire. J'ai simplement dit que dans les études in vitro, on a été capable de montrer que probablement que la capacité à produire les stéroïdes, c'est plutôt la tâche des cellules épithéliales, alors que la capacité de d'inactiver surtout la tâche des fibroblastes. Là, c'est résumé très succinctement, mais des cellules épithéliales, il y en a plusieurs sous-types, et les fibroblastes, il y en a aussi plusieurs sous-types. Bien, une question à Dakar, Abidjan,
Kinshasa. Une question de Dakar. De Dakar, on vous écoute. On vous écoute à Dakar. On vous entend pas là. Mettez le micro, Dakar. Votre micro est fermé si vous voulez parler. Ouvert. Voilà. Allez-y. Souci avec. C'est connecté. C'est bon, d'accord. Excusez-nous, on avait un. D'accord. C'était pour demander au professeur Tremblay s'il y avait un soubassement génétique à tout cela. Comment je peux dire? Au sens où vous le dites, Oui. c'est pas impossible parce que toute cette machinerie enzymatique-là est encodée par des gènes, naturellement. Et il faut que ces gènes-là s'expriment. Et donc, c'est pas impossible. Mais à ce stade-ci, je suis incapable de vous répondre. D'accord. Merci. Oui, une question. Allez-y. C'est Kinshasa, je crois. Oui, bonjour. Nous ne savons pas vous voir, mais vous nous voyez. Mais nous avons vu la belle présentation du professeur Tremblay. Merci beaucoup. Alors, ma question, c'est celle-ci. Nous, quand nous allons accueillir des prématurés qui naissent, et les gynécologues nous rapportent en général que quand ce sont des grands prémats, on administre aux mères des corticoïdes pour favoriser la maturation pulmonaire du nouveau-né qui va naître. Est-ce que c'est en partie parce que, comme vous aviez dit, avant 33 semaines, il y a un faible taux de sécrétion d'androgènes circulants? Effectivement, quand la mère est susceptible d'accoucher prématuré et qu'elle consulte en gynéco ou en obstétrique, ce que l'obstétricien va faire, c'est qu'il va lui prescrire des glucocorticoïdes avec comme espoir que la mère va conserver son bébé pour maximum une semaine, puis minimum 3 jours. 90% de ces femmes-là, lorsqu'elles se présentent à risque d'accoucher, c'est parce qu'elles ont eu une rupture de membrane. Et donc, le médecin va faire un compromis entre, oui, je vais donner des glucocorticoïdes, mais il faut pas que ça reste trop longtemps, il faut pas que la grossesse se poursuive trop longtemps, parce qu'il y a risque d'infection majeure, parce que comme il n'y a plus de liquide amniotique, il y a un risque élevé d'infection. Par contre, effectivement, les glucocorticoïdes sont là pour accélérer la maturation des poumons. À ce stade-là, on n'est pas encore dans la période où j'ai montré la montée du pic en stéroïdes sexuels précurseurs. On n'est pas rendu encore à cet endroit-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir, comment je peux dire ça donc? Est-ce qu'il pourrait y avoir coopération entre, par exemple, un bolus de glucocorticoïdes et un bolus de stéroïdes sexuels précurseurs? Je ne le sais pas. La première chose qu'il faut faire, je pense, c'est qu'il faut montrer, et c'est ça que je m'apprête à faire, je devrais avoir les résultats de ça d'ici la fin 2018, mais ce qu'il faut faire, c'est montrer qu'effectivement, quand le souriceau, parce qu'on le fait chez la souris, quand le souriceau est privé du pic et qu'on le remplace, c'est-à-dire qu'on le déprive parce qu'on l'accouche avant, on accouche la femelle avant, mais après ça, on prend le souriceau puis on lui redonne, montrer qu'on a un effet bénéfique sur le développement, sur les ramifications alvéolaires. Si on est capable de montrer ça, je pense qu'à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile à envisager éventuellement de rajouter au bolus de glucocorticoïdes un bolus de stéroïdes sexuels précurseurs. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, largement d'ailleurs. OK, merci. Oui, une autre question?
Qui est dans la grande salle avec les tables en forme de U? Qui sont ces gens? C'est Conakry? Non, c'est pas Conakry. Abidjan. C'est Abidjan. D'accord, Abidjan. Est-ce que vous avez une question à Abidjan? Je voudrais revenir Peut-être sur la question. Oui, je voudrais revenir sur la bronchodysplasie. Oui. Ce que j'ai pas bien compris, c'est pourquoi tu as choisi la bronchodysplasie comme modèle précisément. Ben, d'abord, c'est parce que au départ, il y a une vingtaine d'années, je me suis intéressé aux dernières étapes de maturation du poumon en relation avec le syndrome de détresse respiratoire et le collapsus pulmonaire à cause de l'absence du surfactant. Et je me suis intéressé à ça et chemin faisant, ben, je me suis rendu compte que finalement, j'avais aussi des applications en bronchodysplasie pulmonaire. Et ce qui m'a vraiment donné le coup d'envoi du côté de la bronchodysplasie pulmonaire, c'est l'effet du flutamide chez des souriceaux, même en normoxie, entre jour 4 et jour 9. On est dans la période de bronchodysplasie pulmonaire équivalente chez l'humain. Et donc, ça m'a vraiment donné le fer de lance pour que je m'attaque à la bronchodysplasie. Et aussi, si on regarde, c'est parce que il n'y a pas de modèle parfait, hein. Tu sais, je veux dire, l'hyperoxie, c'est un modèle accepté de bronchodysplasie, mais c'est pas un modèle parfait. Le flutamide, il y a un effet destructeur. Est-ce qu'il va être capable de tout réparer? Je ne sais pas. Mais quand on regarde ces poumons-là, ça ressemble aussi à des poumons emphysémateux chez l'adulte. Et donc, c'est pas impossible aussi parce que chez l'homme en vieillissant, chez la femme en vieillissant, le DHEA qui est produit par la surrénale tombe. À partir de 40 ans, on perd 20% par année. Et donc, les personnes emphysémateuses, habituellement, ont 70 ans passés. Il leur reste très peu de DHEA en circulation. Et naturellement, la fonction testiculaire est, à toute fin pratique, pas nulle, mais c'est très faible. Si ce n'est que l'emphysème pulmonaire, certes, à 70 ans, il y a énormément de gens qui ont des bulles d'emphysème, mais les emphysèmes pulmonaires primitifs, sérieux, c'est beaucoup plus jeune. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on les voit arriver à 40 ans en pleine insuffisance respiratoire. Oui, tout à fait. Mais c'est probablement pas le même. Oui, une autre question. Conakry, on vous écoute. Vous avez une question? Par rapport chez les prématurés, par exemple, est-ce qu'il y a une possibilité d'agir afin de réduire le risque de décès avant? Je comprends très mal qu'est-ce que vous dites, Conakry. Je comprends très mal. Est-ce que vous pourriez parler peut-être moins fort et plus près du micro? D'accord. J'aimerais savoir, toujours parlant des prématurés, est-ce qu'il y a une possibilité et à quel délai peut-on agir pour pouvoir sauver les prématurés de moins de 23 semaines? Oh boy! C'est une grande question. C'est une grande question. D'abord, il faut dire ceci, c'est que quand vous naissez en bas de 28 semaines, vous naissez dans une période où le développement pulmonaire, premièrement, présente une différence de sexe au détriment du mâle. Et ça, en regard du syndrome de détresse respiratoire et de la production du surfactant. Le surfactant est retardé en termes de moment durant le développement pulmonaire où il est produit. Il est retardé par rapport à la petite fille et le retard est à peu près de 1 semaine. Donc, quand vous naissez dans cette période-là, et cette période-là s'étend d'à peu près, elle commence en bas de 28 semaines. Donc, quand vous naissez en bas de 28 semaines, vous êtes dans cette période critique-là du développement. Donc, vous avez le désavantage d'être un petit garçon. Et deuxièmement, ben là, il y a toute la conséquence
Oui, est-ce que je fais une détresse respiratoire? Si je fais une détresse respiratoire, on va donner du surfactant en exogène. Est-ce que ça règle tous les problèmes? La réponse est non, mais ça va aider beaucoup le bébé. Et là, habituellement, il y a une période de calme. Il y a une période de 2-3 jours où le bébé semble bien se comporter, ça va relativement bien, il n'y a pas de misère à respirer. Et là, d'un coup sec, floc, ça frappe. Et là, c'est la bronchodysplasie qui s'installe. Parce que son poumon n'est pas suffisamment développé, il y a une simplification alvéolaire profonde. Et donc, pour ça, il n'y a rien de plus à faire que de donner de l'oxygène. Et il y a des protocoles de ventilation assistée, et selon la sévérité, le protocole va être ajusté selon la sévérité de l'atteinte pulmonaire. Anciennement, il y avait la possibilité aussi du NO, donc du nitroxyde d'oxygène, du monoxyde d'azote, oui, c'est ça, NO. Et donc, mais on s'est rendu compte que l'effet délétère du NO en relation avec les antioxydants ne valait pas l'effet bénéfique. Donc, l'effet du NO, maintenant, on n'en donne quasiment plus, sauf dans les cas où le bébé va vraiment, mais vraiment, vraiment très mal et que nous sommes à 25 semaines et plus, parfois, on va en donner. L'autre chose qu'on fait plus, c'est que on donne un seul bolus, une seule dose de glucocorticoïdes chez la femme enceinte et on n'en donne pas au bébé après la naissance à cause des effets dévastateurs au niveau du cerveau. Donc, c'est un peu le constat. Et naturellement, le néonatologiste va voguer là-dedans en faisant de son mieux pour justement tenter, avec le moins de séquelles possible, de l'amener passer 30 semaines d'âge corrigé. Et donc, pour un 24 semaines, ben, c'est 6 semaines de soins intensifs où le bébé doit être surveillé 24 heures sur 24. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que vous avez autre chose à dire, Conakry? Ça va, merci, c'est compris, vraiment, ce qui a été dit, c'est clair. OK.